Si la gastronomie reste un bastion très masculin, eh bien figurez-vous que cette année, Fanny Ray, l'ex-finaliste de Top Chef, cette célèbre émission culinaire, eh bien, a reçu une étoile au guide Michelin, comme quoi une femme a sa place en cuisine. Regardez. 7 couverts, 4 cartons directs, une Saint-Jacques, une dorade, une volaille et un bœuf. À l'auberge Saint-Rémy, Fanny Ray impose une discipline de fer à son équipe. Sa cuisine, composée de produits locaux, lui a valu d'être la seule femme première étoile du guide Michelin 2017. Sa spécialité, la coquille Saint-Jacques dite pince à linge, à la fondue de poireaux, écorce de citron et truffes noires. Comme elle est vraiment fermée, ça va cuire à lait tout frais. Et puis on va avoir un parfum incroyable au moment où on va retirer ses pinces. Fanny Ray a fait ses classes dans la Marine nationale à Brest, avant de rejoindre le Ritz à Paris, où elle rencontre son époux, le chef pâtissier Jonathan Wahid. Depuis 2012, il marie plats et desserts, loin des clichés sexistes. Ce qui compte surtout, c'est le travail qu'elle fournit, l'amour qu'elle met dans les créations, dans les plats qu'elle crée. Après, il y a une sensibilité féminine dans ses assiettes, et je trouve que c'est génial. Actuellement, en France, seules 15 femmes possèdent le prestigieux macaron pour un total de 616 restaurants étoilés. Mais selon Fanny Ray, mère de 2 enfants, la haute gastronomie n'est pas un milieu inaccessible aux femmes. Il faut avoir quand même de la combativité, parce que c'est un métier quand même rigoureux, physique. Mais non, les femmes ont clairement leur place en cuisine. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais elles arrivent, on en forme aussi, donc on en a déjà formé. Donc je me fais pas de soucis, il y en aura d'autres. Depuis sa récompense, la chef met les petits plats dans les grands. Elle vient de renforcer son équipe de 2 personnes. Elle espère ainsi que ses recettes aux saveurs subtiles et végétales lui vaudront un jour une seconde étoile. Et après la cuisine, on va passer au football féminin cette fois-ci avec vous, Cassandre Bergel. D'ailleurs, ce soir se jouera au Parc des Princes un grand match entre le Paris Saint-Germain, l'équipe de femmes, et le Bayern de Munich. Oui, effectivement, Valérie, après l'élimination le 8 mars dernier de l'équipe masculine du PSG de la Ligue des Champions, tous les espoirs sont aujourd'hui sur les femmes. Elles jouent ce soir le match retour en quart de finale face à Bayern Munich, malgré la défaite du match aller avec un score de 1-0 en faveur de l'équipe allemande. On espère que les filles du PSG se qualifieront pour la demi-finale qui aura lieu le 16 avril prochain. On écoute tout de suite le témoignage de Shirley Cruz, capitaine de l'équipe. Je pense que le club il a pris une leçon par rapport à la Ligue des Champions. Et on sait que tous les matchs de la Ligue des Champions sont compliqués. C'est ce qui s'est passé avec les garçons. Et nous, on a appris aussi par rapport à ça. Et on espère que ça ne va pas nous arriver à nous. Alors Cassandre, vous venez justement de parler de Shirley Cruz, qu'on appelle aussi le petit chaperon Cruz, le milieu de terrain de l'équipe féminine. Une belle histoire, racontez-nous. Oui, effectivement, c'est l'histoire d'une petite fille que tout le monde aime dans son pays, le Costa Rica. Et le football lui offre de porter le maillot blanc lyonnais, le maillot bleu parisien, mais surtout un maillot rouge, celui de la sélection nationale. Tout a commencé lorsqu'elle participe au tournoi des moins de 20 ans au Canada et elle est repérée par un agent qui lui parle de jouer en France, mais elle ne réalise pas tout de suite la tournure que va prendre sa vie. On écoute. À ce moment, je ne croyais même pas que les foot professionnels, ça existait. Donc pour moi, c'était plus une opportunité pour aller grandir, prendre mon indépendance et de voir comment il est la vie en Europe. Alors à force de travail, cette petite brune discrète d'1,60 m devient capitaine de la sélection féminine du PSG. Et avec les années, Shirley Cruz gagne le statut de star du foot et d'enfant prodige du Costa Rica. Et présentée comme un exemple dans son pays, elle souhaite maintenant transmettre sa passion aux jeunes générations. Écoutez. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix parce que ça m'a permis de grandir au niveau sportif et au niveau personnel. Et j'ai appris pas mal de la culture française. Donc c'est quelque chose que j'espère pouvoir donner ou montrer à mes enfants, aux plus jeunes au Costa Rica, pour qu'ils sachent que pour pouvoir réussir, il faut aussi travailler fort.
Et son rêve aujourd'hui, c'est de remporter une 3e fois le trophée de la Ligue des Champions avec le PSG Dames et de poursuivre sa carrière jusqu'à la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu en France. Donc on lui souhaite donc d'aller au bout de ses rêves. Absolument, merci Cassandre. Et après une femme qui s'illustre dans le football, on va parler d'une femme qui s'illustre dans le polo. Vous savez, le polo c'est le sport national en Argentine et c'est par tradition un univers masculin viril très machiste. Pourtant, de plus en plus de femmes s'y adonnent et certaines d'entre elles sont même des professionnels. C'est le cas de Lia Salvo, la première femme à disputer un tournoi prestigieux dans une équipe composée des meilleurs joueurs du monde, une ouverture encore timide mais réelle, dans un monde où elles font figure d'exception. Regardez. À 4 ans, Lia Salvo apprenait à monter à cheval. À 11 ans, elle savait frapper la balle avec son maillet. Aujourd'hui, elle en a 29 et est considérée comme l'une des meilleures joueuses de polo d'Argentine. Ici, le polo est un sport national, mais reste un univers très masculin. Alors, après 10 ans de pratique en Angleterre et aux États-Unis, Lia se donne pour but de propulser son pays au sommet du polo féminin mondial. Le polo féminin argentin n'est pas le meilleur du monde. Le polo masculin est le meilleur, oui, sans aucun doute. Mais le polo féminin n'est pas le meilleur du monde et je ne comprends pas pourquoi, si les hommes sont numéro 1 de loin, nous ne sommes pas numéro 1 aussi. Lia Salvo est la première femme à avoir participé au prestigieux tournoi de l'Open Jockey Club. Elle a intégré une équipe composée des plus grands joueurs de la planète, dont Adolfo Commiaso, qui mise sur un futur de championne pour les joueuses d'Argentine. Je suis certain que les joueuses argentines atteindront le niveau des Américaines et des Anglaises dans les 3 ou 4 prochaines années, sans aucun doute. Les principales rivales ont d'ailleurs déjà de quoi s'inquiéter. L'équipe féminine argentine a vaincu l'Angleterre 13-3 sur la pelouse de Palermo, le temple du polo mondial. Une performance inédite. À une époque, l'Angleterre a formé de solides joueuses. Mais je vois maintenant que les hommes s'intéressent vraiment aux jeunes filles qui grandissent ici. Ils leur donnent une chance en leur faisant jouer un bon polo sur de bons terrains avec des chevaux prodigieux. Donc je pense qu'elles seront à l'avenir de grandes championnes. Ça m'inquiète pas mal d'ailleurs. L'Argentine a l'équitation inscrite dans sa culture et son histoire et compte parmi ses joueurs de polo les 5 champions du monde. Malgré ça, seulement 10% des membres de la fédération de polo sont des femmes. Une sacrée distance reste à parcourir pour rattraper le Royaume-Uni et ses 75% de cavalières. Et avez-vous déjà entendu parler d'une femme chauffeur de taxi? Attention, pas n'importe laquelle. Eh bien, en Jordanie, des taxis 100% féminins circulent. Ça veut dire que ce sont des véhicules qui sont conduits par des femmes. Et pour des femmes, on les appelle les taxis roses, un concept qui a fait ses preuves et qui semble complètement séduire une clientèle qui est purement féminine, Julie Ebeau. Oui Valérie, c'est précisément tout le concept des taxis roses qui peuvent être commandés via une application mobile. Et ce service a déjà été testé au Caire et se développe de plus en plus dans beaucoup de pays arabes. Alors les clientes sont exclusivement des femmes, le plus souvent des infirmières qui rentrent tard après leur service de nuit, des mères qui accompagnent leurs enfants à l'école ou encore des étudiantes qui se sentent plus à l'aise mais surtout qui disent être beaucoup plus en sécurité. Écoutez. Je termine les cours autour de 15h30 et comme c'est l'hiver, il fait nuit tôt et je préfère utiliser les taxis roses quand il est tard. Je ne les prends pas que pour aller à l'université, je les prends aussi pour sortir le soir. C'est mieux et c'est plus confortable. Alors Valérie, en dépit du cliché qui circule sur les femmes qui ne savent pas conduire, eh bien finalement mettre des femmes au volant ne présenterait que des avantages, n'en déplaise aux partisans des traditions conservatrices, plus prudentes. Elles provoqueraient moins d'accidents et même si le métier requiert beaucoup d'attention et de concentration pour ces femmes conductrices de taxi, eh bien l'effort est vite compensé par le plaisir quotidien de faire de nouvelles rencontres. Oui, en tout cas, en Jordanie, conduire un taxi n'est plus une affaire d'homme, on vient de le voir. Mais c'est quand même une profession qui est surprenante, insolite pour une femme dans une société musulmane qui est hyper conservatrice quand même. Oui Valérie, il y a beaucoup de professions dans lesquelles les femmes peuvent briller tout en conservant leur place dans la société. Les Jordaniennes justement veulent casser cette image de la femme à la maison et prouvent chaque jour que leur place peut être ailleurs que dans une cuisine. C'est en tout cas ce que défend Nesrine, cette mère de 3 enfants et qui est surtout conductrice de taxi. Alors défiant les normes de cette société,
société conservatrice. Avec ses collègues, elle veut rendre cette profession honorable et prouver au monde arabe eh bien, que les femmes peuvent être tout aussi capables et fortes comme les hommes. Et si elles disent recevoir des encouragements, elles se heurtent bien souvent à des clichés sexistes. Écoutez. Les gens ne me regardent pas tous de la même façon. Certains dans la rue m'encouragent quand ils me voient derrière le volant. Ils me disent que je suis un exemple. Et d'autres ont cette culture de la honte. Ils me disent « c'est un travail d'homme, tu dois rester chez toi ». Mais non, je ne dois pas rester chez moi. Merci Julie, merci Cassandre. Et une petite révolution, figurez-vous, est en marche au Tadjikistan, le plus pauvre des pays issus de l'ex-bloc soviétique. La forte immigration masculine vers la Russie et la crise économique bien sans fin poussent les femmes à s'émanciper du rôle domestique. Elles cherchent des nouvelles sources de revenus pour subvenir aux besoins de leur foyer et n'hésitent pas de se former aux métiers ordinaires réservés aux hommes. Regardez. Déboucher un évier ou changer un siphon, ces gestes Zarina, 47 ans, n'aurait jamais pensé devoir les apprendre. Mais cette ancienne enseignante, qui élève seule ses 2 enfants à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, n'a pas eu d'autre choix. J'apprends ce métier pour régler tous les problèmes de plomberie chez moi. Je fais cela parce que si tu fais venir un plombier, soit il ne vient pas du tout, soit il arrive trop tard. Alors que quand je fais ça moi-même, non seulement je le fais mieux, mais en plus je fais des économies. Pour fuir un contexte économique morose, plus d'un Tadjik sur 10 préfère partir travailler à l'étranger, essentiellement en Russie. Une émigration presque exclusivement masculine et qui a souffert de la récente récession russe. Les transferts d'argent de Russie vers le Tadjikistan ont baissé de 2/3 depuis 2014. Restées au pays, les femmes tadjiks sont de plus en plus nombreuses à apprendre des métiers traditionnellement réservés aux hommes dans ce pays à l'islam très conservateur. Mes parents ne sont pas contre ma volonté de choisir un métier pour homme. Je ne sais pas ce que mes amis ou mes voisines en pensent, mais leur opinion ne représente rien pour moi, parce que j'ai choisi un métier qui me plaît. Dans ces centres de formation professionnelle, environ 60% des élèves sont désormais des femmes. Une évolution des mentalités qui rencontre des résistances dans la société tadjike. Évidemment, leurs maris à l'étranger ne veulent pas qu'elles pratiquent ces métiers pour hommes. Mais elles sont contraintes de faire ce travail. Et lorsque leurs maris rentrent chez eux avec l'argent, elles abandonnent ces métiers-là. Malgré une forte réduction de la pauvreté ces dernières années, le Tadjikistan reste très dépendant de l'argent envoyé par sa population immigrée et peine à créer des emplois. Ce qui à la longue pourrait pousser les femmes sur le même chemin que les hommes tadjiks ont emprunté, celui de l'exil.